Bonjour et bienvenue à ce cours de modélisation statistique à HEC Montréal. Dans cette vidéo, on parle de l'interprétation des paramètres de la moyenne dans un modèle linéaire. Rappelez-vous notre formulation du modèle linéaire. Donc, on a une variable aléatoire y et on essaie d'exprimer son espérance conditionnelle en fonction d'une combinaison linéaire de x, donc x1 à xp. Et ces variables-là peuvent représenter des variables explicatives ou des fonctions de variables explicatives. Et évidemment, comme notre modèle n'est pas parfait, donc on a p variable explicative, mais une observation, on ajoute un terme d'aléa qu'on suppose de moyenne 0 parce que notre modèle est supposément bien spécifié, donc il n'y a pas d'erreur systématique. Donc, quid de l'interprétation des paramètres de ce modèle-là? Donc, à quoi correspond l'ordonnée à l'origine bêta 0? Donc, si vous prenez cette équation-là et que vous fixez tous les x à 0, donc s'ils sont conjointement nuls, vous obtenez donc bêta 0 de moyenne. Évidemment, cette valeur peut être un non-sens. Donc, si vous avez un des x1 qui est une variable strictement positive, vous ne pouvez pas le fixer à 0. De même, ça peut être quelque chose qui est physiquement possible, mais qui donne une espèce d'aberration physique. Donc, si vous pensez, on a un exemple dans les exercices de trafic aérien dans les années 60. Donc, évidemment, en l'an 0, il n'y avait pas de trafic aérien. Et finalement, donc, si vous extrapolez au-delà de l'étendue des données, c'est clair que vous pouvez avoir des petites surprises. Donc, c'est toujours la même interprétation pour bêta 0. Est-ce que ça va être logique ou pas? Ça dépend du contexte et des données. Pour les autres variables explicatives, vous n'avez pas de fonction. Donc, si chacun de vos colonnes de x représente des variables différentes, alors quand vous augmentez x de une unité, donc vous comparez deux observations, deux individus qui sont identiques en tout point, okay, donc toute chose étant égale par ailleurs, et que vous augmentez xg de une unité, peu importe la valeur numérique de xg, vous allez obtenir une augmentation de bêta j. Donc, évidemment, comme je viens de le dire, ça ne tient que cette interprétation que s'il n'y a pas de fonction, donc si x, la variable explicative apparaît que dans une seule des colonnes de votre matrice de plan d'expérience. Donc, on y reviendra plus tard lorsqu'on parlera d'interaction. Donc, regardons un exemple un peu plus concret. Donc, le but de cette vidéo, de cette capsule, c'est de vous montrer comment on va ajuster ces modèles-là à l'aide de SAS aussi. Donc, je vais prendre des données autres que celles qu'on a vues dans les notes de cours. Et c'est des données qui ont été fournies par mon collègue Marc Fredette et qui proviennent, donc qui sont inspirées d'une étude réalisée au Tech 3 Lab, donc qui est un laboratoire d'expérience utilisateur, où dans le cadre d'une étude, on a demandé à des cobayes de regarder un site internet. Et entre autres, sur le site, il y avait une publicité pour des bonbons. Dans ces laboratoires-là, il y a toutes sortes d'instruments, notamment un oculomètre, qui mesure l'endroit où le cobaye pose les yeux. Et on peut voir donc, est-ce qu'ils ont regardé la publicité ou pas, et si oui, pour combien de temps. Ensuite, dans le cadre de ces expériences-là, on est aussi intéressé à la perception de la publicité. Donc, est-ce que cette publicité génère un sentiment qui est plutôt positif? Est-ce qu'il y a une réaction négative? Un logiciel d'analyse d'expression faciale qui s'appelle FaceReader a été aussi utilisé pour obtenir une mesure de l'émotion des gens qui regardaient la publicité. Et finalement, à la fin de l'étude, on a administré un questionnaire pour en obtenir, avoir des variables contrôle. Donc, mesurer des informations des variables sociodémographiques, le sexe, l'âge, la classe sociale, le niveau de revenu, qui vont pouvoir nous permettre de généraliser un peu ces conclusions-là. Donc, les objectifs de l'étude, il y en a deux. C'est d'abord de voir si la durée de fixation a un impact sur l'intention d'achat.
et voir c'est quoi le lien entre la perception de la publicité, donc le score d'émotion et cette intention d'achat-là. Ce qui est important de noter, c'est que les 120 personnes qu'on a dans l'étude ont tous regardé la publicité. Donc ceux qui n'avaient pas posé les yeux à l'endroit où se situait la publicité ne sont pas inclus dans les données. Et donc, si on regarde temps de visionnement 0, ben, ça va être une extrapolation. Donc il y a des gens qui ont regardé la publicité une fraction de seconde, mais règle générale, on n'a pas les valeurs pour temps de fixation égal à 0. Donc, quelles sont les variables qu'on a dans la base de données? Donc, l'intention d'achat, c'est une variable discrète. Donc, on a posé dans le questionnaire 2 questions sur l'intention d'achat. Et donc, on a pris ces 2 questions-là et on a fait la somme. Donc, c'était une échelle de Likert dans les 2 cas qui allait de 1 à 7, 1 étant fortement en désaccord et 7 fortement en accord. Donc, est-ce que vous achèteriez ce produit, par exemple? Et donc, plus le score est élevé, plus l'intention d'achat est haute, mais on ne peut avoir que des valeurs, donc 2, 3, 4, 5 jusqu'à 14. Fixation, c'est la durée de fixation en secondes. Donc, c'est une variable qui a une précision au centième de seconde près. Émotion, c'est peut-être la plus difficile à interpréter. Donc, le logiciel calcule la probabilité que il y a une émotion positive en fonction du rictus. Okay, donc, si la personne fait la moue, s'il y a un sourire, selon les yeux, etc. Donc, c'est un rapport entre la probabilité que l'émotion soit positive et qu'elle soit négative. Donc, 1 veut dire neutre. Et plus petit que 1 veut dire émotion négative et plus grand que 1 veut dire émotion positive. Donc, c'est pas nécessairement évident à interpréter, mais plus l'émotion est élevée, plus donc on a quelque chose qui est positif. Donc c'est un rapport de cote. Le sexe, qui est une variable encodée, donc c'est une variable encodée comme une variable binaire, 0 pour homme, 1 pour femme. On a l'âge en année du cobaye, le statut matrimonial et finalement 2 variables catégorielles. Chacune à 3 niveaux, donc le revenu, moins de 20 000 $ par année, entre 20 000 et 60 000 ou plus de 60 000, et finalement le niveau d'éducation le plus élevé achevé, donc soit école secondaire, soit collégiale ou universitaire. Donc ça, ce sont nos variables, et on va voir des exemples de modèles linéaires qu'on peut créer à l'aide de ces variables-là. Donc évidemment, si on voulait faire un modèle complet, on utiliserait toutes les variables explicatives probablement. Ici, il y a des fins pédagogiques, on va s'intéresser à un certain choix de variables à tour de rôle. Mais évidemment, avant de regarder un modèle linéaire, on va toujours regarder un peu à quoi les données ressemblent. Donc ici, vous avez du code SAS pour faire une analyse exploratoire qui est au début purement formel. Donc je vais regarder des statistiques descriptives pour avoir un peu une idée de où mes données vivent. Donc je connais bien les données, mais vous peut-être moins. Donc c'est bien ici. Donc vous voyez la procédure means. Donc cette procédure-là, c'est pour obtenir des statistiques descriptives. Donc la syntaxe SAS est comme suit. Donc vous choisissez, vous demandez une procédure. Donc c'est une étape procédure. La procédure s'appelle means et les données sont dans la bibliothèque modstat et la base de données s'appelle intention. Ensuite, vous listez les statistiques qui vous intéressent. Donc ici, j'ai choisi la moyenne, l'écart type, le minimum, le maximum et je restreins le nombre de décimales à 2 pour éviter d'avoir des chiffres superflus donc une précision qui est faussement informative. Dans la ligne suivante, j'indique le nom des variables. Okay, donc, je veux toutes les variables intention, sexe, âge, statut, fixation et émotion. Et finalement, vous complétez la commande à l'aide de run. Et ne pas oublier, dans SAS, chaque ligne, chaque indication se termine par un point virgule. Donc, c'est pas sensible à la case. Vous pouvez mélanger minuscules et majuscules. Ce serait de mauvais goût, mais c'est plausible. Mais par contre, vous devez mettre un point virgule à la fin. J'ai aussi, donc pour la variable
pour les variables qui sont catégorielles ou discrètes, donc ça inclut intention qui prend des valeurs de 2 à 14, j'ai fait un tableau de fréquences. Okay? Donc j'ai fait juste regarder le nombre de cas dans chacune des modalités. Donc ça c'est la procédure FREC. Et vous choisissez donc Tables, c'est pour le tableau, et vous choisissez les noms des variables. Et finalement, des histogrammes donc pour deux des variables. La sortie ne correspond pas exactement au code, donc si vous regardez en ligne dans le code, vous verrez qu'il y a un peu plus de bidouillage pour obtenir quelque chose qui est plus joli, donc faire en sorte que les tableaux soient sur une grille, un à la suite de l'autre. Mais foncièrement, donc la syntaxe reste la même. C'est vraiment juste pour l'alignement et pour trafiquer les sorties afin d'obtenir quelque chose qui soit plus facilement imprimable. Donc, regardons un peu ensemble ces variables. Donc, l'intention d'achat en moyenne 8,26, quand même un bon écart type, et les deux, le minimum et le maximum théorique sont atteints. Donc, il y a des gens qui ont vraiment pas envie d'acheter des bonbons et il y en a qui ont exprimé une forte intention d'achat. Sexe, c'est plutôt balancé, donc un peu plus de femmes que d'hommes, mais quoi qu'on parle probablement de 3 personnes ici, 2-3 personnes. Euh, ensuite, l'âge, donc en moyenne 30 ans, mais on n'a que des adultes dans l'échantillon et de moins de 45 ans. Statut matrimonial, encore là, la même chose, un mélange de célibataires et de personnes en couple. Le temps de fixation, c'est peut-être la plus importante à regarder. Donc, 1 seconde 58. Vous voyez, le minimum est très très faible. Donc, s'il y a des gens qui tout le monde a regardé la publicité, mais certains l'ont regardé pour un vraiment bref laps de temps. Et le maximum, c'est 5 secondes, presque 6 secondes. Donc, on verra comment ça impacte notre modèle plus tard. Et l'émotion, donc comme je l'ai dit, 1, c'est neutre. Donc, la moyenne est à peu près 1, légèrement positive. Le minimum, c'est 5%. Le maximum, 2,8. Les classes de revenus et d'éducation, donc ici, ce qui est important, c'est de vérifier qu'on a suffisamment d'observations dans chaque groupe pour estimer de façon fiable leur effet. Donc, avec 120 personnes, c'est le cas, il n'y a pas de catégorie qui est peu densément peuplée. Donc, si vous essayez d'estimer une moyenne avec 2 individus, ça peut poser problème. Finalement, vous avez la répartition d'intention. Donc, on voit que le mode est à une intention de 8. Il y a beaucoup de gens qui sont entre 6 et 8, et puis il y a un petit creux, et finalement, encore un regain d'intérêt, donc 26 personnes qui ont 10 et 11. Il y a peu de gens dans les extrêmes, mais c'est plus simple de regarder cette sortie-là à l'aide d'un histogramme. Donc, c'est sûr qu'ici, on a combiné certains groupes, donc peut-être qu'un diagramme à bande aurait été plus approprié. Mais vous voyez donc le temps de fixation, il y a peu de gens. Donc il n'y a pas, de répartition étrange, on ne voit pas de valeur aberrante, on l'aurait évidemment vu dans les statistiques descriptives, mais les données, donc certaines données, donc par exemple l'âge, c'est plutôt symétrique, le temps de fixation, l'émotion évidemment est positive, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de surprises, donc ici, il n'y a pas grand-chose qui est particulièrement intéressant. Mais ça nous conforte dans l'idée que nos données sont formatées, qu'il n'y a pas de valeur aberrante, qu'il n'y a pas l'air d'avoir rien de caché qu'on devrait prendre en compte. Donc, un petit rappel terminologique, on est intéressé ici par la variable réponse, donc c'est celle qu'on cherche à expliquer, c'est notre variable d'intérêt. Dans notre exemple, c'est l'intention d'achat. Et les variables explicatives, les covariables, les régresseurs, les prédicteurs, le vocable que vous voulez, c'est les variables qui sont potentiellement liées à Y et qu'on suppose fixes. Donc, on postule que l'intention d'achat peut varier, mais que ces variables-là ne changent pas. Ou on conditionne sur ces variables. Donc, évidemment, le sexe ne va pas changer si vous reprenez le même individu, mais le temps de fixation pourrait changer d'une expérience à l'autre, même avec le même individu.
Donc les variables explicatives, c'est toutes les autres variables que intention et on est intéressé à mesurer l'effet de fixation et d'émotion tout en tenant compte des variables sociodémographiques. L'idée derrière ce choix-là, c'est que s'il y a des différences de temps, de fixation ou d'émotion qui sont dues à d'autres facteurs externes, donc par exemple, si les femmes ou si les gens qui ont moins d'éducation euh, ou selon la tranche de revenus ont une émotion, par exemple, qui est davantage positive, mais c'est juste dû à ces variables sociodémographiques-là, ben, ça peut nous empêcher d'extrapoler. De la même façon, ça ne veut pas dire que notre échantillon est représentatif. Donc, si on voulait extrapoler et généraliser nos conclusions pour toute la population, il faudrait évidemment être capable de repondérer chaque catégorie pour que ça corresponde à la démographie de la population d'intérêt. Donc, si c'est la population canadienne, il faudrait retrancher. Donc, on ne pourra pas généraliser à tout le monde, hein. On n'a que des gens de moins de 45 ans, mais si on voulait même généraliser à cette tranche-là, voir c'est quoi la répartition, donc hommes, femmes, etc. Donc, regardons le code ensemble. Donc, on considère un modèle pour le début, un modèle linéaire simple. Donc, on utilise simplement fixation comme régresseur. Donc, vous voyez ici la procédure. Donc, je vais commencer par tracer un nuage de points. Je vais ajouter la droite de régression. Donc, sgplot qui est la fonction qui nous sert pour faire des graphiques en général. Ici, je ne veux pas de légende. Donc, je ne veux pas avoir une légende à effet de quoi il y a une droite de régression. C'est pas particulièrement utile, donc je vais enlever la légende. Donc le nuage de points, c'est scatter. Vous choisissez qu'est-ce qui va sur l'axe des Y, qu'est-ce qui va sur l'axe des X, et j'ajoute la droite de régression avec exactement la même syntaxe. Et on va nommer, donc on donne des étiquettes à nos deux axes qui soient interprétables. Donc intention d'achat et temps de fixation, et donc l'intention d'achat est un score, je ne mets pas les unités, mais pour le temps de fixation, donc les secondes, écoutez, c'est dans le cadre de l'exemple, c'est plutôt univoque, mais si vous le sortez du contexte, ça pourrait être mal interprété. Donc, on rajoute les unités. Et finalement, la procédure pour ajouter un modèle linéaire. Donc, la syntaxe, c'est la procédure GLM. Et là, ce que je vais faire, je vais tricher un peu. Donc, on s'intéresse uniquement aux coefficients des moines carrés. Donc, je vais utiliser une procédure ODS pour sélectionner le tableau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la trace. Donc, j'ai utilisé la trace avant la procédure. J'ai roulé la procédure. On m'a sorti le nom de tous les tableaux et de toutes les sorties. Et j'ai sélectionné uniquement les estimés des paramètres. Et donc, normalement, vous n'auriez pas cette ligne-là. Par contre, vous auriez donc le modèle. Vous avez Y égale X et tous les X sont séparés par un espace. Et après une barre oblique, on ajoutera d'autres options. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc, proc GLM, c'est la procédure GLM. Et finalement, vous mettez votre modèle Y égale X1, X2. Donc, il n'y en a qu'un et c'est fixation. Et vous roulez la commande. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, dans le premier cas, sgplot, ça fait un nuage de points qui ne paraît pas. Donc, vous pouvez voir, il y a une corrélation linéaire qui est positive entre intention d'achat et temps de fixation, mais il y a quand même beaucoup de bruit. Donc, on observe que c'est pas tout à fait une relation parfaite. Donc, généralement, l'intention d'achat augmente avec le temps de fixation, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Pour les estimés, donc, vous pouvez voir ici les paramètres. Donc, la constante, c'est l'ordonnée à l'origine, 6,45 et le temps de fixation, donc 1,14, ça c'est l'estimé de bêta 1 chapeau. La deuxième colonne vous donne l'incertitude de ces estimés-là, donc forcément on n'est pas sûr. Si on avait d'autres données, on aurait pu obtenir d'autres estimés. Et donc l'erreur type, c'est l'incertitude de vos estimés bêta chapeau. Et on verra les tests ensemble dans quelques semaines. Donc la droite ajustée que vous aviez dans le nuage de points, intention chapeau, donc c'est 6,45 plus 1,14 fixation.
Donc, si on l'interprète ensemble, puisqu'il n'y a aucune autre variable explicative, donc 6,45, c'est l'intention d'achat moyen pour les gens qui n'ont pas regardé la publicité. Et évidemment, donc la moyenne est 6,45, mais comme on l'a dit au début, tout le monde a regardé la publicité dans mon échantillon, donc ce serait une extrapolation. Ce n'est pas nécessairement une extrapolation qui est complètement farfelue, dans la mesure où le nuage de points, donc il y a des observations qui sont très près de zéro, mais c'est pas donc il y aurait peut-être quelque chose, donc les gens qui ont regardé la publicité, qui n'ont pas regardé la publicité ont peut-être une intention qui est différente de la moyenne de ceux qui l'ont regardé. Donc c'est néanmoins une extrapolation. Pour la fixation, donc une seconde à chaque seconde de visionnement supplémentaire, on augmente de une unité 14 notre intention en moyenne. Et donc là, vous pouvez penser qu'il risque d'avoir des problèmes si vous regardez dans l'échantillon. Il y a quelqu'un qui avait regardé 5 secondes 86. Mais si vous pensez à, prenons un cas extrême, 10 secondes de fixation, vous obtenez quelque chose comme une intention d'achat de 17-18. Ce qui n'est pas physiquement possible, puisque fixation, donc oui, il peut être mesuré en secondes, donc il pourrait être potentiellement plus grand que 6, mais notre intention étant un score. Donc le modèle, rappelez-vous que les estimateurs des moyennes carrées, c'est un estimateur qui est non contraint. Donc on ne lui a pas dit que score c'était une variable discrète. Qui ne pouvait prendre que des valeurs entre 2 et 14. Donc le modèle ne le sait pas. Et donc quand vous extrapolez au-delà d'un certain seuil qu'on a vu dans les données, vous allez obtenir des valeurs farfelues comme ça. Donc c'est aussi un problème d'extrapolation ici. Donc quand on va faire de la prédiction un peu plus tard dans le cours, on verra comment est-ce qu'on pourrait prendre ça en compte. Donc, dans SAS, on peut s'intéresser à des variables catégorielles aussi. Donc là, vous aviez une variable continue, mais généralement, nos variables explicatives sont catégorielles. Donc, le statut matrimonial, le sexe, l'éducation et le revenu sont toutes catégorielles. Donc, normalement, quand vous avez ces variables-là, donc là, ici, il faut faire attention parce qu'elles sont encodées avec des entiers, 1, 2, 3. Généralement, si vous aviez du texte homme-femme, donc si vous avez une colonne où c'est écrit homme-femme, le logiciel ne sait pas comment traiter du texte. Donc dans un modèle linéaire, vous avez une matrice avec des nombres à l'intérieur. Donc vous devez déclarer ces variables-là et dans ça, on le fait à l'aide de la commande class, qui va, dans le fond, prendre cette variable-là et créer une collection de variables binaires. Vous pouvez aussi ajouter après class. Donc, vous allez avoir une ligne, je vais vous montrer dans un instant, classe. Et par la suite, vous allez avoir le nom des variables et juste après la variable, vous pouvez avoir entre parenthèses une référence. Donc, la référence, ça vous permet de choisir la catégorie de référence. Par défaut, c'est la valeur sur la première ligne. Et souvent, c'est la plus grande. Dans R, la syntaxe est légèrement différente. Donc, vous devez d'abord créer un objet de classe factor. Et la référence, en fait, c'est la première en ordre alphanumérique. Donc, si vous ajustez un modèle en SAS et en AR, vous risquez d'obtenir donc le même modèle, les mêmes valeurs ajustées, mais potentiellement des coefficients différents. C'est une question de paramétrisation, tout simplement. Donc, regardons notre modèle linéaire avec sexe. Donc, sexe est une variable binaire, elle est déjà codée 0,1. Donc, tout ce que je pourrais faire, c'est rouler la procédure GLM avec sexe comme variable explicative, sans plus. Je pourrais aussi, par contre, déclarer sexe et choisir la catégorie de référence. Donc ici, je vais prendre la même catégorie de référence, soit 0. Donc ici, vous avez, voyez la ligne avec class. Donc, je mets la variable explicative catégorielle, sexe, et entre parenthèses, je mets référence et je mets le nom de la modalité de référence. Donc ici, 0, qui est homme. Si vous utilisez class dans la procédure GLM et que vous vouliez obtenir les estimés des paramètres, vous devez rajouter une option.
Donc c'est plutôt stupide, mais voilà. Donc à la fin de mon appel au modèle, je dois mettre barre oblique et solution. Donc solution, ça imprime le tableau des coefficients. Donc si on regarde les estimés, votre modèle postulé, donc c'est maintenant dans ce cas-là, intention est une fonction, donc bêta 0 plus bêta 1 sexe, plus un aléa. Et donc si vous remplaciez les estimés, donc l'intention estimée, intention chapeau, c'est 7.55 plus 1.37 sexe. Donc comment est-ce qu'on interprète ça? Bon, d'abord, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur moyenne quand les covariables sont égales à 0. Donc si sexe égale à 0, ici ça veut dire homme. Donc bêta 0 chapeau, c'est la moyenne de l'échantillon pour les hommes. Donc les hommes en moyenne ont une intention d'achat de 7,55. Maintenant, donc la moyenne des femmes, puisque la moyenne des hommes c'est bêta 0, la moyenne des femmes c'est bêta 0 plus bêta 1. Donc on obtient quelque chose comme 8.91, 8.92. Et donc, c'est la moyenne des femmes. Et la différence, comme les femmes ont une intention d'achat qui est plus élevée, la différence entre femmes et hommes, c'est 1.36. Donc, c'est notre interprétation. Si vous aviez inversé la catégorie de référence, vous auriez obtenu comme constante, donc comme ordonnée à l'origine, ce 8.91 et le deuxième coefficient aurait été négatif, donc vous auriez moins 1.37. Je vous invite à l'essayer à la maison et voir ce que vous obtenez. Donc plus généralement, comment est-ce qu'on spécifie les variables catégorielles? Donc c'est évidemment le logiciel le fait pour vous, mais c'est important de comprendre la logique. Donc on va prendre les autres variables catégorielles qui ont plus que 2 niveaux. Donc en particulier revenu éducation. Et puis, comment est-ce que c'est inclus dans le modèle? Donc, vous incluez une variable à K niveau, donc K catégorie. Vous avez besoin de K-1 variable explicative. Donc ici, éducation à 3 niveaux, j'ai besoin de 2 variables binaires. Donc, je vais créer une variable binaire que je vais appeler éduc1, qui vaut 1 si éducation c'est niveau 1, donc secondaire, et 0 sinon. Et la même chose pour éducation 2. Et je l'ai dit dans les notes de cours, mais je le répète, si vous pensez logiquement, donc si je mets que éducation dans le modèle, et puis bon, le raisonnement est le même quand j'ai d'autres variables explicatives, mais là, vous avez 3 groupes, vous essayez d'estimer 3 moyennes. Donc si vous avez 2 variables binaires, éduc1 et éduc2, et que vous avez leur donné à l'origine, ça vous fait 3 paramètres. Donc vous n'allez pas estimer 3 moyennes avec plus que 3 paramètres. OK. Donc, ajouter la troisième variable binaire ici, éduc3 par exemple, qui est égal à 1 si éduc égale à 3, ce serait superflu et qui est plus, vous auriez un modèle qui est collinéaire. Donc, la somme de éduc1, éduc2 et éduc3 vous redonne leurs données à l'origine. Donc, la solution des moyennes carrées serait plus unique. Donc, regardons comment est-ce qu'on pourrait le faire à la mitaine et aussi à l'aide de notre procédure classe. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai créé une base de données temporaire, donc enregistrée par défaut dans Work. Je copie ma base de données intention, qui est dans la bibliothèque modstat, et je crée 2 indicateurs binaires. Donc éduc1 qui est une variable binaire éducation égale à 1, donc ça c'est 1 quand éduc égale à 1 et 0 sinon. Même chose pour éduc2, et je termine. Ensuite, j'appelle cette base de données-là. Donc mon modèle avec intention qui est le jeu de données temporaire. Et je mets les 2 variables binaires une à la suite de l'autre. Donc vous voyez, quand j'ai plus qu'une variable explicative, je les sépare tout simplement par un espace. Et je roule cette procédure. L'alternative maintenant, si vous aviez classe pour déclarer la variable catégorielle, donc ici j'ai mis éducation, je mets la référence comme étant 3. Et ici il y a une coquille, donc solution va sur l'autre ligne. Donc modèle égale modèle intention égale éducation, barre oblique solution, et finalement vous roulez cette sortie. Donc dans le premier cas, qu'est-ce qu'on obtient? Donc 7.11, 1.65, 1.59. Donc ça, c'est vos paramètres avec les erreurs types associées. Donc la constante, c'est la moyenne éducation égale à 3. Éduc 1, c'est la différence entre groupe 1 et groupe 3. Donc les gens qui ont un diplôme secondaire ou moindre ont une intention d'achat qui est
plus élevé en moyenne, de 1,65 points. Donc, si vous additionnez les deux, vous obtenez la moyenne du groupe Éducation 1. Et Éducation 2 a une moyenne de 1,59 points plus élevée que leurs données à l'origine. Donc, c'est la comparaison entre Éduc 2 et Éduc 3. Donc, la catégorie dans le lot qui a la plus importante moyenne, c'est Éducation 1, suivi de Éducation 2 et de Éducation 3. Okay, donc, ils sont ordonnés. Si vous avez utilisé sa classe maintenant pour ajuster votre modèle, vous auriez obtenu à peu près la même sortie, mais vous allez voir qu'il est apparu une nouvelle ligne et il y a une colonne avec des B que je détaillerai dans le prochain vidéo. Donc les résultats sont identiques, hormis maintenant dans la sortie, vous avez des lignes qui ne sont donc dans lesquelles il y a des valeurs manquantes, donc erreur type est manquante et les paramètres sont fixés à 0 pour Éducation 3. Et c'est une question de collinéarité. Donc si vous avez quelque chose qui est exactement collinéaire, le logiciel le détecte. Mais les résultats vont être identiques. Donc l'interprétation, je l'ai dit, vous avez les trois groupes. Donc si vous additionnez les effets différentiels avec la moyenne de la catégorie de référence, on obtient une moyenne de 8,77, 8,71 et 7,11 pour éducation 1, 2 et 3. Et vous avez donc les moyennes d'intention qui sont donc les paramètres bêta 1 chapeau et bêta 2 chapeau. Ce sont les effets différentiels. Si vous vouliez comparer éducation 1 et éducation 2, donc là, ici, on a recalculé les moyennes. Donc, vous pourriez tout simplement soustraire moyenne 1 et moyenne 2. Vous auriez pu soustraire les effets différentiels, mais vous pourriez aussi réajuster le modèle en changeant la catégorie de référence. Et ça, c'est peut-être plus utile lorsqu'on parle de test. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo. Et dans la prochaine capsule, on va regarder l'invariance du modèle linéaire à une reparamétrisation des covariables.